Chers amis d'Omerta, je me trouve aujourd'hui à Tchassiviar. Tchassiviar, c'est en ce moment le point le plus chaud du conflit russo-ukrainien. Nous préparons le prochain reportage que vous pourrez retrouver dès maintenant dans leur série d'Omerta, leur série numéro 2, Ukraine, la guerre sans fin. Dans ce numéro exceptionnel, vous allez pouvoir retrouver 3 ans de reportage d'Omerta sur l'intégralité des 1200 km de la ligne de front, de Koursk à Lugansk, à Donetsk, jusqu'à Kherson. Dans ce magazine aussi, vous allez retrouver les meilleures analyses, les meilleures prospectives de ce conflit, notamment avec la participation des experts du Centre français de recherche sur le renseignement. Pour nous soutenir et pour qu'on continue notre travail, pour qu'on poursuive notre travail sur le terrain, eh bien alors procurez-vous ce magazine dès à présent en prévente sur notre site internet www.omertamedia.fr. Merci et à très vite. Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler d'un événement, le 22 février 2025. Nous sommes à 3 ans après le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, la fameuse opération spéciale russe donc dans le Donbass. 3 années où Omerta a investigué, où des journalistes sont allés sur le terrain et ont eu des analyses, des retours à ce sujet-là. Finalement, qu'est-ce qu'il en reste au bout de 3 ans d'expérience? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette guerre en Ukraine? Je crois que 3 ans de guerre, une guerre qu'on a couverte, nous, chez Omerta, longtemps. On est allé maintes et maintes fois sur le terrain, dans des situations compliquées, sur à peu près toutes les portions du front. On va les détailler, je pense, au cours de cet entretien. Mais il faut avoir une certaine humilité quand on a eu, je dirais, cette occasion historique d'aller couvrir un conflit pareil, surtout que c'est un conflit qui, au regard de l'histoire du monde au XXIe siècle, était inattendu. Personne n'avait prévu le retour, très peu de personnes, d'un conflit de ce qu'on appelle de haute intensité. Moi-même, pendant la première partie de ma carrière, quand j'étais reporter, je n'ai couvert que des guerres, on va dire, asymétriques, contre des guérillas, avec des groupes armés, avec des armées, mais si vous voulez, dans lesquelles il n'y avait pas cette intensité, il n'y avait pas ce front véritablement incandescent, ces drones qui sont un cauchemar permanent, cette artillerie qui tonne nuit et jour. Tout ça n'était pas présent, enfin, était présent, mais de façon beaucoup plus amoindrie dans les conflits que j'avais couverts auparavant, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas violents, mais ils l'étaient différemment. Et tout à coup, un tas d'images me sont revenues, images de mes intérêts historiques pour les conflits, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, les tranchées, les chars, et tout ça, je l'ai un peu retrouvé en Ukraine, en ayant l'impression de revivre, et c'était le cas, des batailles à des endroits où, pendant la Seconde Guerre mondiale en particulier, il y avait déjà eu des batailles. C'est des choses qui m'ont très impressionné, par exemple, c'est de découvrir qu'il y avait encore des tranchées dans certaines forêts qui remontaient justement au Second Conflit mondial. Alors, la guerre en Ukraine, évidemment, on l'a beaucoup couvert chez Omerta. Pour ma part, je l'avais couverte un petit peu avant de rejoindre l'équipe. En avril 2022, je m'étais rendu en Ukraine, côté ukrainien cette fois-ci. J'avais accompagné aussi en avion ravitailleur les Mirage français qui, au 2e ou 3e jour de la guerre, assuraient la permanence aérienne à la frontière polonaise entre la Pologne et la Biélorussie. Donc une zone de tension extrême pour laquelle je me souviens, au moment à Hier, sur la base de Hier, le matin à 5h du matin, le briefing des pilotes, il y avait, chacun était très inquiet de savoir ce qu'on allait trouver, de ce qui pouvait se produire, puisque on pouvait à tout moment rentrer dans un conflit mondial. La phase opérationnelle des Russes était en train de commencer, mais chacun se demandait où la Russie voulait aller. Et donc, j'ai accompagné ces avions. Je me souviens d'un moment très intense avec des pilotes qui en parlaient, qui d'habitude sont rodés pour ces missions-là, mais là, personne ne savait ce qui allait se passer. Avec les volontaires français en Ukraine, c'était un petit peu différent. Il y avait plutôt un esprit
je vais dire, un peu. Ça ressemblait un peu aux brigades internationales en Espagne en 1936, où des gens venus de tous les horizons accouraient en Ukraine. Alors, il n'y avait pas que des mercenaires, il n'y avait pas que des gens qui cherchaient à combattre. Il y avait des humanitaires, il y avait des journalistes, bien sûr. Il y avait des gens qui venaient, des associations qui venaient pour aider l'Ukraine face à l'agression russe. Et donc, ça donnait une ambiance un petit peu chaotique. Mais on n'était pas encore dans le dur du conflit. La bataille de Mariupol avait commencé, mais on n'avait pas encore ce sentiment de l'horreur, de toute l'horreur de la guerre urbaine qui allait se mettre en place. Et puis ensuite, après, il y a eu le côté russe. Le côté russe qui était absolument incroyable parce que c'était rare les accès aux lignes russes. En particulier, on est parti de la Crimée, là où, on va dire, tout a commencé en 2014 avec cette annexion de la Crimée et le référendum qui a suivi. Et toute, je vais dire, l'attention qui a été focalisée sur cette région. Et on est rentré par la Crimée jusque la ville de Kherson, la région de Kherson, sous occupation russe. Ensuite, on est allé du côté de la centrale d'Energodar, à côté de Zaporizhzhia, où il y avait déjà des combats autour de la centrale. Les Russes avaient pris la centrale. Et donc, on a été témoin de ces événements assez... que là, pour le coup, on a relayé chez Omerta avec nos documentaires. Et puis, finalement, on est revenu quasiment tous les 6 mois pour couvrir les différents tournants de la guerre, que ce furent ceux de la guerre dans le Donbass, la zone de Bakhmout, Soledar, et puis pour finir, Koursk, où nous étions à la fin de l'année dernière. Et donc, tous les aspects du conflit, toute l'évolution du conflit, on a pu s'en rendre compte par nous-mêmes sur le front. Et c'est là où je pense que notre média a eu cet avantage, c'est-à-dire d'avoir toutes les différentes facettes et d'avoir pu comprendre exactement et montrer à nos utilisateurs, par exemple, l'émergence des drones, comment le drone d'un accessoire militaire est devenu l'élément fondamental du champ de bataille aujourd'hui, incontournable, presque la clé de voûte de tout. Comment l'artillerie reste omniprésente, même si des évolutions technologiques considérables ont été effectuées pendant cette guerre. Le bon gros canon de 122 ou de 152 mm, c'est celui qui fait le plus de dégâts. Les drones sont effectivement impitoyables et rendent la vie des soldats épouvantable, alors qu'elle était déjà avec la boue des tranchées. Et donc, on a assisté, on a vu comment ce conflit moderne, matiné d'archaïsme, matiné d'éléments des anciens conflits, a pu charpenter finalement le début du XXIe siècle et ouvrir une nouvelle ère. Alors, on ne sait pas encore, à l'heure où on parle, si il va y avoir la paix en Ukraine. On le souhaite, bien évidemment. Moi, ça fait longtemps que je dis que cette boucherie, c'est pas en la prolongeant de 6 mois que les choses vont changer fondamentalement sur le terrain. Les Russes, pour le moment, continuent à grignoter quelques centaines de kilomètres carrés par mois. Les Ukrainiens ont tendance à reculer, mais il n'y a pas d'effondrement. Et donc, 6 mois de plus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 50 000 hommes à terre, parce qu'elle continue à tuer. Tout ça pour pas grand-chose, et qu'il vaudrait mieux s'y mettre à plusieurs aujourd'hui et essayer de forcer le destin et de forcer un petit peu les belligérants, ou en tout cas de trouver une solution pour arrêter cette saignée, quoi. D'autant que si on se souvient un petit peu de l'historique des événements, après l'invasion russe en février 2022, il y a des négociations qui sont mises en place. Et les Russes ukrainiens veulent négocier. Oui, alors on est on se rend compte qu'il y a eu plusieurs éléments dans ce conflit qui ont fait que les choses... il y a eu une dynamique qui s'est installée. Alors, une dynamique de victoire souhaitée par le camp occidental pour l'Ukraine, ce qui est tout à fait normal. On défend l'Ukraine, on espère qu'elle va chasser l'envahisseur russe. Ça, c'est notre attitude à nous, Français. Et donc, on va appliquer finalement une narration, on va dire, de ce conflit conforme avec ses objectifs. Le problème, c'est que cette narration a assez rapidement contredit la réalité sur le terrain, et que nous,
en tant que journaliste, allant sur le terrain, pouvions constater. Et nous avons plusieurs fois, moi je me souviens d'avoir plusieurs fois fait l'objet, en revenant justement et en témoignant de ce que j'avais vu, de scepticisme de la part de personnes qui, n'ont jamais foutu les pieds en Ukraine, et deux, me considéraient que, déjà comme étant allé côté russe, j'étais forcément un propagandiste ou un ami de Poutine, et donc ce que je disais n'avait aucun intérêt. Ça m'a même été dit par un chercheur dont je ne citerai pas le nom ici, que des témoignages de terrain n'avaient aucun intérêt. Et j'ai trouvé que ce qui s'était passé en Ukraine, je l'avais vécu un petit peu avant pour la Syrie, on va dire, pour la guerre de Syrie, mais là dans des proportions incroyables, des proportions qui ont mené à une sorte d'intoxication collective autour de cette guerre. Je pèse mes mots parce que quand je dis intoxication collective, c'est-à-dire qu'on a vraiment cru que l'Ukraine allait renverser la vapeur et allait terrasser les Russes, ou au moins les chasser. En réalité, ça n'a jamais été possible. En réalité, dès le départ, même si les Russes ont reculé, ont cédé du terrain assez vite, l'Ukraine ne pouvait pas gagner cette guerre. Et comme vous le soulignez, il y a eu effectivement plusieurs occasions de faire la paix, ou en tout cas d'ouvrir des négociations. Il n'y a pas eu que l'affaire de Boris Johnson qui met un terme aux accords d'Antalya, aux discussions d'Antalya entre Russes et Ukrainiens en Turquie. Il y a aussi, plus tard, en octobre, un véritable affrontement entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le chef d'état-major de l'armée américaine Mark Milley. Mark Milley disant qu'il faut ouvrir des négociations, parlant de paix, même dans ses conférences de presse, et Anthony Blinken, qui est censé représenter la diplomatie, celui qui trouve des solutions, lui expliquant qu'on allait à nouveau faire une nouvelle aide de tant de milliards d'armement à l'Ukraine. C'est-à-dire celui qui parle d'armement, d'armée et de continuer la guerre, c'est le diplomate, alors que le militaire dit non, sur le terrain, ça ne va pas se passer comme ça, autant commencer à ouvrir des négociations et à parler de paix. Il y a eu des affrontements, on le sait maintenant, le New York Times l'a évoqué récemment, et donc ce qu'on remarque, c'est que finalement, cette narration, elle était là pour pousser à continuer la guerre. L'objectif du camp occidental et des États-Unis était d'affaiblir la Russie, de la mettre à genoux, comme souhaitait notre ministre Bruno Le Maire au sujet de l'économie russe, d'isoler la Russie, c'était des termes qui étaient utilisés. Et en fait, en réalité, on s'aperçoit que 3 ans après, on n'a pas mis à genoux la Russie, 2, on ne l'a pas affaiblie. Militairement, elle a une puissance assez considérable, elle fait peur, même si, à mon sens, ses intentions ne sont pas, si un traité de paix est signé, de pousser son avantage et ensuite d'envahir l'Europe de l'Est. À mon avis, ça c'est irréaliste d'imaginer ça. Mais je pense que la Russie a été renforcée en réalité par cette guerre. Elle s'est rendue compte aussi qu'elle n'était pas isolée et que le reste du monde, finalement, a plutôt isolé l'Occident. Aujourd'hui, c'est assez significatif. Même si Trump vient, on va dire, reprendre le flambeau de l'Amérique et essayer d'en refaire, de continuer à endiguer le déclin américain et d'en faire à nouveau un pays avec un leadership mondial, même si l'approche est très différente de ses prédécesseurs. En tout cas, on voit qu'il y a une prise de conscience d'un déclin occidental par rapport à un reste du monde qui s'est matérialisé. Et je pense que la ligne de fracture a été cette guerre en Ukraine. C'est la tectonique des plaques qui a bougé. Les autres pays se sont mis à faire les BRICS, qui est une sorte d'association un peu, on va dire, très à la fois réelle et à la fois un peu floue, avec une structure assez floue, mais qui veut bien dire quoi ? Qui veut dire que cette association, elle se fait un peu contre l'Occident, avec l'idée que des pays veulent avoir voix au chapitre, veulent pouvoir diriger leur destin, veulent ne plus avoir à subir du néocolonialisme, etc. Et la guerre en Ukraine a été déterminante là-dessus. Et donc aujourd'hui, on est dans une phase de transition, dans une phase où le monde est en train de bouger complètement, avec l'objectif pour les Américains justement de créer une sorte d'affrontement avec la Chine. Je ne pense pas personnellement que cet affrontement sera militaire, mais en tout cas, ça sera une grosse partie de mano à mano. Et dans ce cadre-là, eh bien, Donald Trump a choisi de mettre un terme à la guerre en Ukraine, et c'est ce qu'il entend faire. Est-ce que ça a été finalement l'affaire ukrainienne, le conflit ukrainien a été un révélateur de la fin de l'hégémon américain ?
atlantiste européen du bloc occidental. On va dire que la guerre en Ukraine a été le révélateur de la fin d'une volonté, ou je dirais d'un épisode où l'Occident donnait le là au monde. C'est-à-dire l'Occident était le chef d'orchestre de ce qui pouvait se passer dans le monde, même si certains phénomènes lui échappaient, mais globalement, on héritait du super gendarme américain des années 90, à la faveur de l'effondrement de l'URSS, les Américains se retrouvant le seul gendarme du monde. Eh bien, il y avait quand même cette filiation avec cette époque, même si on a connu l'émergence du djihadisme, il y a eu quand même des mouvements de contestation de cette domination américaine ou occidentale dans le monde. Mais si vous voulez, il n'y a pas eu, le djihadisme n'a jamais été en mesure de l'emporter contre l'Occident. Daesh a émergé, Al-Qaïda a émergé. Il y a eu des séries d'attentats. Il y a eu cette idéologie qui est toujours présente et qui menace toujours dans nos villes. Mais il n'y a pas eu de contestation. Elle n'avait pas les moyens de renverser la vapeur et de contester le leadership occidental. Aujourd'hui, vous avez des pays comme la Chine, des pays comme le Brésil, des pays comme la Turquie, des pays comme l'Iran, qui aujourd'hui, ou comme la Russie évidemment, qui contestent cette hégémonie et qui ont l'intention, l'Inde également, et qui ont l'intention de jouer leur partition à fond, quitte à établir des nouveaux rapports avec l'Occident, mais qui ne peuvent plus être des rapports lointains, d'une domination lointaine, ou en tout cas d'un leadership occidental dont la pensée se déploierait de façon planétaire. On est dans l'ère, je dirais, des multipôles, et tout ça va se mettre en place. Aujourd'hui, on ne sait pas encore très bien comment les choses vont se caractériser, mais ce qu'on sait, c'est que l'Europe a un très grave problème d'identité par rapport à ce monde qui est en train de naître. On a une superstructure européenne qui est en péril. On a un retour des souverainismes dans la plupart de nos pays. Et en fait, on a vraiment l'impression, et c'est là où c'est très important de s'arrêter à cette date, à ces 3 ans, à ce mois de février 2022, qui aujourd'hui, 3 ans après février 2025, où en sommes-nous ? Où en est l'Occident ? Où en est la France surtout ? Emmanuel Macron part à Washington pour essayer de persuader Donald Trump de continuer à aider l'Ukraine et d'essayer de jouer à nouveau que la France pèse. Mais le fait est qu'on ne peut que constater qu'aujourd'hui, la voix de la France s'est extrêmement réduite dans le monde et qu'on n'est plus dans une période où on a notre mot à dire. Oui, comme on l'a constaté pendant la première phase des négociations à Riyad, le grand absent finalement du conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est l'Europe. Il n'y avait pas d'Europe autour de la table. Alors, très intéressant, Riyad, pas d'Europe autour de la table, mais surtout un sommet qui se fait aussi sans l'Ukraine, un sommet qui se fait avec une délégation russe d'un côté, une délégation ukrainienne de l'autre, et puis un hôte qui est l'Arabie Saoudite, qui est un pays, on l'oublie un peu, mais qui a une diplomatie forte et qui est resté en contact avec tous les partenaires, y compris ukrainiens, pendant la durée du conflit. Donc c'est c'est un pays qui a continué à parler avec tous les autres et qui aujourd'hui s'accapare une puissance, on va dire. Il a toujours sa puissance pétrolière au niveau des hydrocarbures, mais là aujourd'hui il a un rôle diplomatique hyper important, rôle que la Turquie aussi a pu prendre. Et ce qui est intéressant, c'est que donc l'an prochain, on fêtera les 110 ans de la conférence d'Al Jazeera qui a eu lieu en 1906 pour régler justement la situation économique du Maroc à l'époque. Vous aviez tous les acteurs, tous les représentants des pays européens qui étaient présents à cette conférence, et c'était la première fois que pointaient leur nez dans une conférence internationale les États-Unis. C'était en 1906, 110 ans plus tard, les États-Unis sont toujours là, la Russie est là, mais l'Europe n'est plus là. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Pas d'Europe pour l'avenir, donc on verra comment ça se profile. Voilà. N'oubliez pas surtout le nouveau hors-série d'Omerta, 3 ans de guerre, Ukraine, la guerre sans fin. Il est disponible actuellement en pré-vente sur notre site internet omertamedia.fr et très très bientôt dans les kiosques. Alors soyez fidèles, soyez au rendez-vous. Omerta, le nouveau hors-série Omerta, il vous attend.